De ce mardi, de ce samedi, vendredi, pardon. Vendredi 10 mai 2024. Donc c'est le dernier jour de la semaine pour le magazine Kiosque. Merci de nous rester fidèles et de nous suivre. Alors avec nos invités ce matin, nous allons aborder un seul sujet. C'est le scandale financier à l'Assemblée nationale. En tout cas, ça fait la une des journaux ce matin avec ce rapport du Centre de recherche en finances publiques et développement local qui parle de 90,2 millions de dollars que l'Assemblée nationale sous Christophe Mbosso a dépensé pour l'acquisition de 26 bus seulement. Ces rapports poursuivent en disant qu'entre 2021 et 2023, le Trésor public a dépensé environ 227,9 millions de dollars pour le Parlement. Nous allons en parler avec nos invités qui sont trois ce matin. Joël Cadet, Christian Moleka et Eric Izami. Avec eux, nous allons donc analyser et commenter l'actualité du jour en République démocratique du Congo. Joël Cadet, bonjour. Bonjour très chère consoeur et merci de l'invitation. Je salue Eric Izami. Bonjour grand frère. Jeune confrère qui est en train de nous pousser vers la porte de sortie de la profession. Je salue également mon président, le président des politologues du Congo. C'est le consultant de la RFI ce jour ici, je l'ai suivi hier. Merci. Et la politoscopie. La politoscopie. Je suis très heureux de me retrouver avec de grandes et intelligentes têtes de mon pays pour partager avec eux l'actualité du pays. Mais autant sinon, que tu l'es aussi, c'est partagé. J'aimerais un peu revenir sur ceux qui ont été voir le président de la République avant-hier pour présenter un autre nom en lieu et place de celui de Madame Irène Essambo, qui est actuellement ministre délégué chargé des personnes vivant avec handicap au ministère des Affaires sociales. Mais ils disent qu'elle n'a rien fait. Vous arrivez dans un ministère, dans un secteur où il n'y avait aucun texte de gouvernance. Vous arrivez, on vous remet juste une table, on vous remet un stylo, on vous donne une antichambre. Mais aujourd'hui, ce ministère-là, vous avez une loi organique portant protection et promotion des droits de la personne vivant avec handicap. Et on ne pouvait rien appliquer parce qu'il n'y avait pas de mesures d'application ou d'accompagnement de cette loi. Et aujourd'hui, vous avez le Premier ministre ensemble avec elle et l'ancienne ministre du Plan, Madame Judith, qui est actuellement Première ministre, désignée mais qui n'est pas encore investie. Mais elle a réussi à obtenir la première loi portant sur la représentativité des personnes vivant avec handicap. Donc l'employabilité, aujourd'hui, exige, conformément à ce décret, que si on engage dans les institutions, établissements publics, services publics, c'est 5% des personnes vivant avec handicap. On a obtenu ces quotas. Si c'est dans les entreprises privées où on est en train d'engager, c'est 3%. Elle a obtenu qu'à partir d'aujourd'hui, comme vous avez le décret portant accessibilité aux infrastructures, donc toutes les infrastructures d'accès public, donc il faudrait qu'on mette un dispositif devant accueillir les personnes vivant avec handicap. Même comme vous avez votre télévision ici, kiosque se déroule à cet instant ici, il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui traduit en langue des signes pour les non-voyants, obligatoirement. Dans 3 ans, si vous ne mettez pas ce dispositif, il y aura une indemnité compensatoire qu'on va verser au fond. Troisième, le décret qu'elle a obtenu, c'est le décret portant médaille de vaillance qui doit être accordée à tous les militaires qui peuvent obtenir un handicap lors, par exemple, des affrontements, parce qu'avec la guerre que nous avons dans l'Est de la RDC, il y a beaucoup de militaires qui sont touchés, qui sont blessés, et lorsqu'ils ont obtenu un handicap, le chef de l'État doit leur accorder une médaille de mérite, une médaille appelée médaille de vaillance, et cette médaille-là s'accompagne de moyens qui vont soutenir ces personnes ainsi que leurs familles. Et troisième décret porte sur, parce que la plupart d'investisseurs, ils ne veulent pas s'engager dans le secteur du handicap. Alors,
on encourage quiconque va investir dans ce secteur, les avantages d'ordre fiscal, douanier et administratif pour les encourager à investir. Et le 5e décret, c'est portant sur le fonds d'appui et de l'accessibilité pour les personnes vivant avec handicap. Ces fonds comme le fonds de promotion de l'industrie en RDC, c'est une banque qui va soutenir les projets des personnes vivant avec handicap. Voilà ce qu'elle a fait et depuis 2 semaines, elle a commencé les itinérances. Elle a été à la Tchangou, elle a été hier à Limete et je crois que c'est ce qu'il faut encourager dans ce. C'est vraiment encourageant parce que ce sont des instruments pour sécuriser les personnes vivant avec handicap. Oui, parce qu'il fallait qu'il y ait des instruments, il fallait qu'elle ait des outils qui lui permettent maintenant de travailler. En droit, on dit qu'il n'y a pas de sanctions sans loi qui a été votée au Parlement. Donc, aujourd'hui, maintenant, la personne vivant avec handicap comme moi, je peux me plaindre si Eric m'insulte que tu as des loupes, tu ne vois pas bien, je peux maintenant les traduire en justice parce qu'il y a une loi qui protège les personnes vivant avec handicap, ce qui n'existait pas en avant. Alors, Joël, les Congolais, c'est nos habitudes. Hein? Des gens aiment qu'on lui donne du poisson, au lieu qu'on nous apprend à pêcher. Parce qu'elle n'a pas voulu donner aux gens qui quémantent, mais mettre en place une loi qui va leur permettre de bien travailler, d'être sécurisés et puis vous savez, Irène Sambo, je la connais dans la société. Je la connais depuis qu'elle était jeune. Je l'ai vue au campus à l'université de Lubumbashi. Elle était logée au 4e niveau avec ses béquilles. Aujourd'hui, elle a les béquilles qui peuvent paraître élégantes avec des béquilles, mais elle n'a jamais accepté elle-même son propre handicap. Elle n'a jamais accepté elle-même d'être aidée. Elle était logée au 4e niveau du Homme 2 à l'université de Lubumbashi et elle a étudié, elle a fini à l'université dans cet état-là et n'accepte jamais d'être aidée. C'est ainsi qu'elle invite les personnes vivant avec handicap à quitter les rues parce que Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a créé ce ministère pour qu'il y ait une attention particulière sur les personnes vivant avec handicap en vue de l'inclusion sociale. Voilà un peu ce qu'elle a pu faire. C'est vraiment encourageant. Merci Joël Cadet. Merci madame. Alors Eric Izami, bonjour. Bonjour madame Gisèle. Et puis je voulais saluer aussi l'intelligence de mon aîné, grand frère Joël Cadet Ndanga. Profond respect. Tout ce qu'il dit là est vrai. Parce qu'en réalité, nul d'entre nous n'est à l'abri de cette histoire de handicap. Je veux bien le dire en ma langue maternelle, le lingala. Ceux qui n'ont aucun amalitate, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont nés avec beaucoup de cheveux par exemple. Et au fur et à mesure qu'il avance en âge, et puis il trouve la calvitie, chemin faisant. Je peux sortir là et puis après je connais un accident. Et moi qui avais mes 2 jambes valides et tout ça, je peux tomber aussi dans ça. C'est-à-dire que tout ce que maman Irène a fait, c'est à encourager. Et surtout lorsque l'on dit qu'elle n'a jamais accepté, ce n'est pas par orgueil. Elle invite les uns les autres à pouvoir plutôt prendre conscience de ce que l'on est pour que l'on puisse développer autre chose. Il y a eu des gens qui ont eu beaucoup de talent tout en étant, par exemple, dans un problème de handicap physique. Donc c'est cela. Nous devons changer notre regard vis-à-vis de ces personnes-là. Et je crois que l'Église, la famille d'abord, l'État, mais aussi l'Église. L'Église, la manière d'enseigner les gens la parole, ça compte. Chez nous, malheureusement, quand on dit par exemple de la dame, elle n'a rien fait, qu'est-ce que l'on aurait voulu qu'elle fasse qu'elle n'a pas pu faire? Partager l'argent dans la famille. Non, ce n'est pas ça travailler. Elle a posé des actions qui pourront contenir toutes les personnes qui sont dans ces cas-là à travers le territoire national plutôt que de donner l'argent. Si jamais elle se mettait à donner de billets de banque à X à Y, elle en donnerait à combien de personnes? Franchement. Nous devons, nous aussi, nous journalistes, arriver à bien faire comprendre notre public ce qu'il en est réellement. Parce qu'elle a voulu, elle, sécuriser tout le monde. Regardez, quand vous circulez dans nos rues, ici, dans nos artères, vous verrez des personnes vivant avec handicap venir commander. Alors que s'ils avaient été encadrés pour l'apprentissage d'un métier quelconque, chacun pourra vivre. Voilà. Merci Ricky Zami. Christian Moleka, bonjour. Ouais, juste un petit commentaire sur le sujet aussi, c'est que le rôle du pionnier est un rôle ingrat. Le travail du pionnier, c'est toujours un travail ingrat parce que les gens ne voient pas les chemins que l'on trace, peut-être pour l'avenir. Parce qu'il faut poser les fondamentaux, les fondations qu'on ne voit pas, qui sont invisibles. Je crois que quand on vous donne un ministère que l'on vient à peine de créer,
le premier travail, c'est de poser les bases. Et cette partie-là est invisible. Peut-être les gens attendent de voir la partie en surélèvement, mais c'est la partie la plus facile parce qu'on a posé les fondamentaux et les bases. Et peut-être qu'il faut pousser les ministres à plus communiquer sur ce qu'elle a fait, l'inviter sur les plateaux pour qu'elle parle avec beaucoup plus de ferveur de ce qu'elle a fait. Je crois que l'opinion a intérêt à apprendre tout ce que moi je viens d'apprendre sur ce plateau. Si on en parlait plus souvent, je crois qu'on aurait avancé. Et je vais peut-être finir sur une interpellation personnelle à l'intention du ministre de l'Intérieur. À Tchangou, depuis qu'on a lancé l'opération Panthère, les jeunes se plaignent. Les jeunes se plaignent sur les arrestations arbitraires, notamment sur la route Mokali et à Mikondo. Il y a trop d'arrestations arbitraires. Essayez les autorités de regarder un peu ça. Il y a vraiment de plus en plus d'abus. C'est vrai, l'opération est nécessaire. Il y a un fort relent de la sécurité à Kimanseke, à Tchangou, mais il faut que ceux qui font le boulot ne confondent pas la jeunesse, toute la jeunesse, avec les Koulouna. Parce que quand on fait ça, on coupe la confiance même que la population avait avec la force des polices. Or, sans cette confiance-là, l'autorité de l'État ne pourra pas mieux se construire. Donc, j'interpelle le ministre de l'Intérieur, j'interpelle le commandant de la LENI. L'opération Panthère est une bonne chose, mais veillez à ce que l'on respecte les limites entre les Koulouna et les non-Koulouna. Parce que de plus en plus, ce sont les jeunes innocents qu'on arrête. Et après, malheureusement, à la fin, on demande 100 000 francs pour les libérer. Et ce n'est pas intéressant pour les familles. Merci Christian Moulika. Mais je vous rappelle, vous trois, en cette période de chaleur, il ne faut pas crier. C'est la recommandation du ministère de l'Environnement. Il faut éviter la nervosité. La nervosité, oui. On ne crie pas dans ce plateau. Il faut prendre aussi beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau. Moi, j'en prends. Ok. D'accord. Il faut aussi interpeller la régie des eaux. Et pas prendre de la bière. Ah, pas la bière. Non, mais vous auriez dû nous offrir de l'eau ici sur le plateau, madame. Prochainement, oui, à la fin. Alors, notre premier sujet, c'est les scandales financiers à l'Assemblée nationale. Avec ce rapport du Centre de recherche en finances publiques et développement local, où on parle de 90,2 millions de dollars pour l'acquisition de 26 bus. Voilà. C'est les rapports du Centre de recherche en finances publiques et développement local qui accusent le bureau Mbosso par rapport à cette somme. Mais la grande question que ça se pose, pourquoi en ces moments où on a parlé de l'installation du bureau, est-ce que c'est une simple coïncidence ou c'est un acharnement, on en veut à Mbosso, voilà, il y a des rapports qui sortent? Non, madame, il fallait s'y attendre. Si Mbosso s'est battu pour pérenniser son règne à la tête de l'Assemblée nationale jusqu'à la fin de sa vie, c'est parce qu'il savait qu'il y avait des cadavres dans les placards. Moi, je le sais, ayant été conseiller de M. Mbosso durant le règne de M. Jean-Marc Kabonde, j'en ai pas honte. Et si on stoppait un peu certains détournements, c'était grâce à la présence de M. Jean-Marc Kabonde. Depuis le départ de Jean-Marc Kabonde, et d'ailleurs, même les indemnités de sortie des membres du cabinet de Jean-Marc Kabonde, on n'en a jamais touché. Les indemnités de sortie des assistants parlementaires, jusqu'à ce jour, on n'en a jamais touché. Les assistants parlementaires accusent les arriérés de 6 mois. On n'en a jamais touché. Et durant le règne de Mme Mabunda, on avait rabattu la prime des assistants de 800 $ à 300 $. Alors, ces manques à gagner, Mbosso n'a jamais payé ça. Et ils se sont organisés ensemble avec son directeur de cabinet pour détourner d'abord les droits acquis des membres de cabinet, des membres du bureau de l'Assemblée nationale. Allez-y poser la question à tous les membres de cabinet des membres du bureau définitif, en partant des membres du bureau du premier vice-président, deuxième vice-président, rapporteur, rapporteur adjoint, questeur, questeur adjoint. On va vous dire comment Mbosso s'est joué de tous ces membres-là, et tout s'est résolu autour de son cabinet. Je vais vous surprendre. Pendant que je suis coordonnateur adjoint de la cellule de communication de l'Assemblée nationale, jouissant du statut de conseiller du président de l'Assemblée nationale, la prime de plénière qu'on donne à tout le monde
membres du personnel administratif, membres du personnel politique. On ne donnait pas aux membres de la cellule de communication. Je me suis plaint auprès de M. Kabound. Alors, premier vice-président, il me dit, un chef ne se plaint pas. L'administration, elle est épistolaire. Écrivez à celui qui supervise la cellule de communication, à l'occurrence le rapporteur, avec copie pour information au président, au premier vice-président, au deuxième vice-président. C'est que je fais. Et on a commencé à payer ces gens-là $400. Au départ de Kabound et à mon départ, je vous dis que les membres de la cellule de communication n'ont jamais touché cet argent. C'est quelque chose de $19 000 américains. Vous avez entendu dernièrement ici quelqu'un crier qu'il s'est construit des maisons, ainsi de suite. Donc c'est avec cet argent. Alors comme disent aujourd'hui qu'il y a eu des milliards qui ont été détournés, en tout cas ça ne peut pas m'étonner pour M. Mbosso. Ça ne peut pas non plus m'étonner pour M. Bati. Mais écoutez-moi, il y a 2 personnes dans ce pays qui ont drogué la presse. À tel point que la presse ne respecte plus le code de déontologie du journaliste congolais. C'est là où je vais peut-être m'abstenir de commenter sur ce rapport, parce que seul le juge peut établir la culpabilité de quelqu'un. Étant donné le principe de la présomption d'innocence, le principe de le secret de l'instruction, donc le principe de non prise à partie, parce qu'aujourd'hui avec les émissions monologue ici où vous trouvez quelqu'un qui est en train de monologuer, les émissions. Je me demande même, je l'ai dit au président du CESAC qui m'enseigne du reste, Christian Bossembe, je lui ai dit, comment, et donc il n'y a plus une durée d'une émission. Une émission à 45 minutes au plus. Mais aujourd'hui vous avez des émissions de 4 heures. Et la personne, elle est en train de monologuer, en train d'insulter, en train d'injurier, en train de calomnier, en train de tenir des propos diffamatoires, imputations dommageables, calomnier, et le CESAC ne l'interpelle pas. Alors, au regard un peu de cette tendance à croire que tout le monde a volé, tout le monde a détourné, ce que j'appelle la drogue, parce qu'il suffit que vous ayez l'argent de Katumbi, l'argent de Alinguete. En tout cas, vous tombez dans la drogue et aucun journaliste qui touche l'argent de ces 2 personnes ne respecte plus le code de déontologie et d'éthique du journaliste congolais. C'est que je plains, et j'ai demandé à l'UNPC, j'ai demandé au ministre Mouyaya, s'ils peuvent nous aider au CESAC, s'ils peuvent nous aider. Madame, j'ai 26 ans de profession. Je n'ai eu dans ma vie qui ne soit venu de cette profession de journaliste. Et je suis très jaloux. Aujourd'hui, j'ai honte qu'on m'appelle journaliste. Merci Joël. À cause Merci, un peu de certaines pratiques que je vois mes jeunes confrères commettre aujourd'hui. En tout cas, je vous dis, j'ai honte. Je préfère même rejoindre Christian si nous pouvons mettre en place notre structure de politologue en marche. Je préfère qu'on m'appelle politologue qu'être journaliste. Ce que vous avez évoqué là, Eric Izami accusé, c'est bien, mais des preuves. Et puis je réponds encore cette question. Une coïncidence avec cette affaire d'installation du bureau définitif, c'est pour nous sommes en République davantage du Congo. Les preuves elles doivent être essentielles pour étayer ce que l'on avance dans l'opinion. Moi, je vais plutôt vouloir déplacer le débat. On parle de Mbosso, octogénaire. Il a 81 ans ou 82 ans. Je reviens sur un sujet ici qui m'intéresse. Je crois que l'on a toujours parlé de la solidarité africaine. Quand même, du haut de son âge, 80 ans au-delà, n'arrive pas là-bas qui veut. Même le maréchal Mobutu Sese Kokokongbendu Wazabanga, riche, vous le connaissez, il n'avait même pas atteint 70 ans. N'arrive pas à 80 ans qui veut. C'est une grâce énorme. Mais là où je suis en train de me poser des questions, c'est par rapport à ce qu'on a toujours dit, la solidarité nationale, la solidarité africaine. Est-ce que ces gens-là sont-ils vraiment solidaires? Parce que je ne vois pas. Ici, on va entendre parler de 90 millions de dollars américains volés. L'autre fois, c'était 71 millions de dollars américains des surfacturations de forage et des lampadaires. Et là-bas, vous entendrez 13 millions de dollars américains pour de véhicules qui devraient être achetés pour les diplomates congolais. Que de millions, que de millions, que de millions. Je me pose des questions. En termes de détournement. Justement. Mais pour exécuter les projets, il n'y a pas d'argent. Oui. Entre nous, Africains, que l'on dit être solidaires, et entre les Européens, que l'on dit être individualistes, qui sont véritablement solidaires?
Parce que quand il faut sortir dans d'autres pays, même chez nous, nos frères africains ici, j'étais une fois au Caire, sur la place Tahrir, je voyais des gens prier et revendiquer que Morsi soit démis de ses fonctions. Les gens mangeaient, ils buvaient, sans connaître qui donnait l'argent pour que X ou Y mange et boive. Mais chez nous, un seul individu peut prendre comme ça 90 millions de dollars américains, le montant qui pouvait nous aider à avoir des routes, pourquoi pas des TGV, parlant des trains, pourquoi pas des bateaux, parlant de la voie navigable, pourquoi pas des écoles, pourquoi pas des hôpitaux. Ici, au cours de nos différentes émissions, je rappelle que j'ai toujours demandé aux autorités de prioriser certaines avenues. Par exemple, l'avenue Kalembe, qui conduit à la pédiatrie, la plus grande que nous avons dans la ville ici. Bokassa, Kabinda, Kassai, Flambeau, Kabambare, Croix-Rouge, Itaga, et qu'est-ce que j'ai encore. Nous n'avons plus de route pour circuler sur Kinshasa. D'ailleurs, ce matin, il y a un ami qui m'a fait rire. La seule route acceptable chez nous, hormis le boulevard du 30 juin, c'est Mouchi. Je lui dis, ah bon, Mouchi? Mouchi, pourquoi vous citez Mouchi? Parce que déjà, entre la rivière qui a ce nom des policiers là, quand le Fungu là, sur Mouchi, il y a des trous, des nids de poules là-bas. Et quand vous prolongez Mouchi-Nyangwe, c'est infernal. Donc, aucune route. C'est vrai. Mais vous entendrez Mbosso avec 90 millions de dollars. X avec autant de millions. Mais pourquoi est-ce qu'on peut vraiment être de laxiste à ce point à laisser X voler Y? Je me pose la question. Sous Yalagouli, c'est les Yalagouli que l'on disait ici bloquer les gens. Mais il n'y avait pas autant de sports, de vol d'argent. Pourquoi il y en a maintenant? Pourquoi doit-on toujours avec cette allure-là de gloutonnerie que de vouloir tout avoir? Alors là, on donne raison au ministre des Finances qui, des fois, refuse de décaisser facilement de l'argent. Je ne donnerai raison ni à X ni à Y. Moi, je voudrais avoir ce que l'on appelle l'autorité de la chose jugée. Où sont les procureurs qui, à tout moment, sortaient Bukangalonzo? Je veux bien qu'on interpelle aussi ceux qui avaient été dans cette histoire de débâcle de Bukangalonzo. Qu'on les interpelle. Mais que l'on interpelle aussi ceux qui sont cités dans ça. 90 millions de dollars américains. Vous savez, je rappelle que lorsque vous avez un seul million, j'ai dit un seul, s'il faut utiliser par jour 100 dollars américains, vous ferez comme ça 27 ans et 3 mois. 90 millions. Voilà. Alors, non, c'en est trop. Je voudrais voir le procureur s'activer pour que nous allions vraiment dans de procès, et de vrais procès, pour que l'on établisse des responsabilités des uns et des autres. Et puis, lorsque on a quand même débusqué X ou Y personnes qui auraient été auteurs de vol, de malversations financières, des deniers publics, que l'on puisse non seulement donner des sanctions, mais que l'on récupère cet argent-là. C'est possible aussi. Nous sommes, je termine par là, nous avons été nombreux, et nous sommes encore nombreux à avoir été des clients de la BIAC. Aujourd'hui, dans notre pays, République démocratique du Congo, que l'on dit pays des droits, état des droits, je n'ai aucune adresse pour aller réclamer l'argent que je déposais en toute humilité et vraiment en bon citoyen. Où est-ce que, auprès de qui est-ce que je vais aller me plaindre? Alors je me pose la question, y a-t-il de procureur? Moi, mon problème, c'est ça. J'évoque ici un vaillant acteur politique de notre pays qui, en son temps, avait dit que lorsqu'il avait été procureur général de la République, il avait aiguisé sa lance, mais lorsqu'il a été nommé ambassadeur, il avait essayé d'arrondir les angles. Il s'agit de Léon Kengouadondo. En son temps, ah ben on peut dire tout ce qu'on peut dire, mais on a chassé les Mobutu parce qu'ils avaient mal géré. Mais ceux qui sont venus, quand ils fait, qu'est-ce qu'ils ont laissé? Et ce qu'eux ont fait, ceux qui sont là maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Merci Eric. Voilà l'éternelle question. Le procureur, vous êtes où? Aidez-nous. Quelqu'un dit avec 77,7 millions. Je me pose des questions. Parce qu'ailleurs, vous voyez, l'argent, moi, je prends un joueur comme Mbappé. Eric. Par exemple, je t'aime pas là. Mbappé. Tout l'argent qu'il gagne, il est l'un des bons contributeurs dans ce que l'on appelle Resto du Cœur en France. C'est-à-dire, il amasse, il arrive à avoir beaucoup d'argent, mais il a quelque chose de caritatif qui aide, par exemple, les orphelins, les démunis, les nécessiteux. Mais nous là, tout l'argent que X a pris, 90 millions, quelle est l'œuvre caritative qui existe, qui engage les Congolais et qui peut les aider? Rien. Ça ne va pas. Que le Merci. Alors, Christian Moleka, est-ce qu'avec ces démonstrations de détournement à l'Assemblée nationale, mais on sait que le budget du fonctionnement de l'Assemblée nationale est exécuté par le gouvernement, c'est pas ça? Non, on vote une dotation et l'Assemblée gère seule la dotation parce qu'au nom de la séparation des pouvoirs, c'est l'Assemblée qui gère. Moi, j'ai eu l'opportunité, j'ai les rapports d'ailleurs devant moi parce que je pu lire
le rapport publié par CREFDEL, qui est une ONG qui travaille sur la défense publique, les finances publiques, avec le DEP à côté. C'est un travail fouillé qui part de 2021 à 2023. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est les premières lignes du rapport. Le Parlement nous coûte 1,1 milliard de dollars l'an. Pour quel travail? Le Parlement coûte aux Congolais que nous sommes 1,1 milliard l'an. Assemblée nationale Sénat. Assemblée nationale Sénat, c'est-à-dire 10% du budget du pays. Chaque année, ça va uniquement au Parlement. Lorsqu'on parle de réduction du train de vie de l'État, mais c'est ça. Comment on peut avoir dans un pays qui manque de ressources, qui manque de routes, qui manque d'écoles, un Parlement qui vous prend 1 milliard? Et dans ces 1 milliard, l'Assemblée nationale prend 60%, le Sénat prend 40%. Le même rapport souligne, au-delà de l'affaire de 90 millions pour le bus, le rapport parle également d'un recrutement massif. Le rapport dit que dans les cabinets au sein de l'Assemblée, il y a 2756 personnes. 2756 personnes dans les cabinets de l'Assemblée nationale. Non, pour tous les cabinets. L'Assemblée nationale seulement. Oui. 7 membres du bureau. Oui, et 2756 membres effectifs. Hein. Alors que l'Assemblée nationale, vous prenez les personnels administratifs, c'est 612 personnes. Donc, vous avez désormais un déséquilibre entre l'administration, qui a à peine 600 personnes, et les cabinets qui ont 2756, madame. 2000 membres des dans les cabinets. Pire, Christian, tous les membres, tout le personnel politique, excusez-moi de l'intrusion, tous les personnels politiques de M. Mbosso ont été versés à l'administration. Et ils sont payés doublement. Donc quand on paye comme administratif, ils touchent l'argent comme administratif. Et tout, je dis bien tous les conseils de Mbosso. Et on paye comme membre du personnel politique, ils touchent l'argent. Vous sentez un peu la gloutonnerie, le niveau du sadisme. Voilà. Et pour finir, le rapport ajoute, parce qu'il y a pas de que je n'ai pas soulevé, qu'on aurait recruté 2 ONG pour faire la propriété à l'Assemblée, Splendeur côté Sénat, Lydia Décor Malika à l'Assemblée nationale, pour assurer la propriété. Alors que l'ITPR, le ministère de l'ITPR, a également affecté 300 agents pour la même propriété. Et donc il y a énormément de choses à boire et à manger dans les rapports. Et je crois qu'à un moment donné, ça doit nous interpeller comme nation. J'ai comme le sentiment que nous avons banalisé les choses au Congo. Oui. Les détournements, c'est maintenant banalisé, c'est tout à fait normal. On parle de 90 millions, 80 millions, 13 millions, 18 millions. On a banalisé et ça montre dans quelle profondeur et des décadences nous sommes tombés en termes de qualité, en termes de leadership. Oui. Parce que si on peut vraiment parler de l'Assemblée nationale comme ça, qui est le gardien des finances publiques, qui est l'autorité budgétaire. Ça veut dire que l'Assemblée qui elle-même est censée contrôler les finances d'autres exécutants n'est pas à même de s'auto-contrôler dans sa gestion. Quel est le rôle alors qu'on va donner à l'Assemblée? Qui va contrôler l'Assemblée nationale? Parce que c'est elle qui est censée contrôler les finances publiques telles que votées par le budget de l'État. Mais si lui est le gardien, comme un peu disait le professeur, son nom est parti, qui gardera le gardien? Si lui, le gardien des finances publiques, et lui-même dans la gabégie financière, qui contrôle maintenant les gardiens? Est-ce qu'il faut le contrôle citoyen tel que mené par CREFDEL? Est-ce que nos députés au sein du Parlement sont-ils conscients de ces problèmes? Pourquoi même au sein de l'Assemblée, les députés n'en parlent pas? Parce qu'ils se retrouvent. Mais l'IGF, la Cour des comptes, peuvent-ils nous aider à avoir un audit? Ils amis parlent du procureur. Est-ce qu'on peut avoir de la justice un regard intéressant pour savoir avec plus de détails si ce rapport et les faits qu'ils avancent sont fondés et sont susceptibles d'ouvrir des questions d'information? Ou est-ce que ça va finir comme on le fait habituellement en 2, 3, 4 émissions médiatiques et puis on va passer à autre chose, les kinons ayant la mémoire courte et donc on va oublier? Parce que ça fait l'actualité pour une semaine et puis la semaine prochaine peut-être on parlera de Goma, les gens vont oublier. Est-ce que c'est comme ça qu'on va continuer à construire l'image d'une république qui veut se relancer? 1 milliard pour le Parlement, c'est trop. 1 milliard pour le Parlement, c'est trop pour un pays qui cherche de route. Et le rapport a dit une chose qui m'a beaucoup frappé, c'est qu'avec 1 milliard, on peut faire 40 000 kilomètres de route.
40 000 km Ça de veut dire on route. peut C'est assurer l'équivalent de ce que l'interconnexion. bouffe le Parlement. 40 000 km de route pour le Congo. Et ici, on parle de 90 millions. Oui, mais on parle de 90 millions, on parle de... Ah, là, 1 milliard, hein? 1 milliard, La 90 millions. Mais est-ce que, l'acquisition. Christian Mouleka, est-ce que ces rapports, c'est pour démontrer aux gens, ben voilà, Mbosso veut s'accrocher au pouvoir parce que, à ce poste, hein, parce qu'il gagne ça, c'est une façon de présenter. C'est ça, c'est ce que sous-entend ce rapport. Mais il y a deux hypothèses. La première, c'est que généralement, on a toujours des moments de contrôle à la fin d'une mandature. C'est généralement à la fin d'un mandat que l'obligation de rédévabilité fait que beaucoup font le contrôle. Est-ce qu'on l'a fait avec ses prédécesseurs? Oui, rappelez-vous l'histoire des véhicules sous Bouchab. C'est arrivé à la fin de son mandat. Quand il quittait l'Assemblée nationale, qu'on a eu le scandale autour des véhicules qui auraient disparu, autour de la remise et reprise. Et à l'époque, c'est Bolengetenge qui est passé faire les démentis pour dire que ce n'était pas le cas. C'est toujours généralement à la fin de mandature qu'on a ce genre de rapports. Deuxièmement, c'est que le jeu politique, c'est un jeu froid et cynique. C'est toujours généralement autour des enjeux de pouvoir qu'apparaissent les cadavres, comme disait mon cher aîné Joël Cadet. C'est au moment où on est en pleine compétition qu'apparaissent les boules puantes pour également écarter un ennemi. Ce qui ne veut pas dire que les rapports est faux. Ce qui peut peut-être dire que l'opportunité est peut-être politique, l'opportunité est peut-être orientée, mais les fonds du problème, il est réel. C'est-à-dire que nous sommes en face d'une mégestion assez chronique et qui doit nous questionner sur notre rapport au pouvoir, notre rapport au leadership politique et les questions d'éthique, des probités dans la classe politique. Alors on ne peut pas aussi dire que parce qu'on n'a plus besoin de Mbosso, parce qu'il disait qu'il préservait les intérêts du chef de l'État au niveau de l'hémicycle, et voilà, on ne veut plus de lui et il fallait les dégager de cette façon-là. Je vous l'ai dit, la politique est un jeu froid, il est un jeu cynique, parfois autour des enjeux de compétition, de pouvoir, on sort les petits couteaux. Ça arrive en politique. Tout est possible. Tout est possible. C'est une hypothèse qu'il faut laisser sur la table. Alors, néanmoins, comme je le dis, moi je lis les rapports, et il parle de 500 documents consultés, il va de 2021 à 2023, c'est-à-dire 2 ans d'études, et des plus de 100 personnalités consultées. Est-ce que le fond du rapport il est faux? Je crois que c'est la justice qui nous aidera à dire que le fond du rapport il est pertinent et qu'il appelle certainement à des poursuites judiciaires. Voilà. Alors, Joël Cadet, je viens de poser la question par rapport aux prédécesseurs de Mbosso. Est-ce qu'il y a eu de tels rapports ou de tels contrôles? Et on doit aussi voir la suite, hein, celui qui viendra après Mbosso. Là, déjà, on voit Vital Kamerhe. Et lorsqu'on sait que Vital Kamerhe a l'habitude de multiplier encore les salaires des gens comme il a fait à la primature, il a dit lui-même quand il était à l'Assemblée nationale, on ne craint pas encore qu'on puisse encore multiplier et faire pire que ce que Mbosso a fait. Non, vous savez, madame, je n'aimerais pas peut-être revenir sur les prédécesseurs de Mbosso. J'ai été, heureusement, le premier à avoir lancé le débat sur la révision de notre Constitution. Je l'ai dit même sur la radio France Internationale. Et à l'époque, les gens m'ont condamné, mais j'ai aimé que le président de la République nous ait emboîté les pas pour relancer ce débat, cette réflexion. Vous allez constater, mon double confrère venait tantôt de le dire, que le train de vie des institutions, quand vous prenez déjà le 10% du budget national, c'est réservé au Parlement. Le gouvernement prend combien? La présidente de la République prend combien? Et si on doit rester avec cette constitution de récompense aux belligérants, et je l'avais dit à l'époque, le mot, la constitution des belligérants est sorti de ma bouche. La constitution des belligérants, où les gens se sont mis à se récompenser, à se couvrir des indemnités, tant politiques, judiciaires que financières. Parce que pour aujourd'hui construire une maison, un immeuble, il faut être en politique. Donc, vous ne pouvez pas vous hasarder, un simple journaliste comme Eric, pour dire que non, moi j'ai construit un immeuble, à moins d'avoir été, par exemple, dans un cabinet politique pour vous permettre cette blague-là. Mais c'est ainsi que nous plaidons pour la révision de cette Constitution. Dites-moi, j'ai en face de moi un politologue, j'ai en face de moi un communicologue. Dites-moi, quelle est l'importance, en dehors de la seconde lecture de nos lois, l'importance du Sénat, en dehors de permettre aux députés provinciaux de se faire corrompre?
Quelle est l'importance des assemblées provinciales? En dehors de permettre à ces députés d'être corrompus. Quelle est l'importance du Conseil économique et social? Quelle est l'importance du ministère de l'Information lorsque nous avons le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication? Donc, vous voyez, il y a certaines structures budgétivores que nous avons dans notre Constitution qui doivent être élaguées si nous voulons vraiment développer ce pays. Alors, quand on détourne, Joël Kadis, c'est aussi la Constitution qui autorise aux gens de détourner. Parce que vous dites qu'on doit changer la Constitution. Vous êtes parti de qu'est-ce qui se passe? Mais cette Constitution-là, même aujourd'hui, bon, moi aussi, je me plains de la lourdeur de notre justice, de la lourdeur du parquet, parce que la première mission des magistrats, du parquet particulièrement, c'est la recherche des infractions. Mais vous entendez, il y a clameur publique. Mais qu'est-ce qui vous empêche de lancer un mandat? C'est la Constitution qui empêche. Qu'est-ce qui vous empêche de lancer l'ouverture d'une information judiciaire? Nous avons les Nanga ici et tous ceux qui sont partis à la rébellion. Vous avez entendu notre parquet ou notre auditorat militaire s'embraler pour poursuivre ces gens et même organiser des procès? Non. Mais à un moment donné, on se dit, a-t-on des magistrats dans ce pays? Ils n'attendent que les voleurs de poules, les voleurs de biscuits. Et puis, c'est là qu'on est. Mais à un moment donné, on se dit quoi? Il y a ce détournement ici, que le parquet entre en jeu. Donc, ça, c'est la première des choses. Et le train de vie des institutions, on doit le réduire. Aussi longtemps qu'on ne va pas réduire le train de vie. Christian venait tantôt de dire qu'1 milliard peut permettre qu'on construise combien de 40 000 kilomètres. 40 000 kilomètres de route. Et si on a 40 000 kilomètres de route, donc nous sommes partis de Mwanda à Sakania, de Mwanda à Kasumbalesa. Donc au lieu que nos minéraux puissent partir de Kasumbalesa vers Cape Town, ou de Kasumbalesa vers Mombasa, ou Dar es Salaam, donc facilement, nous allons exploiter nos routes et les droits de péage. Vous savez, madame, pour partir de Kasumbalesa jusqu'à Mombasa ou bien à Dar es Salaam, on paye combien d'argent? C'est 1 500 $ de péage que les pays la prennent. Mon confrère, tantôt, une fois sur ce plateau, nous a dit, on ne peut pas développer un pays sans entrer dans la conception de celui qui l'a, sans entrer dans la vision de celui qui l'a conçu. Celui qui a conçu la création de ce pays, c'est Henry Morton Stanley. Il a dit, sans le chemin de fer, le Congo ne vaut pas un franc congolais. Nous actualisons. Non, mais est-ce que vous réalisez? Et si on pouvait, ne fût-ce que même dans la ville de Kinshasa ici, on est en train de se battre tout simplement, oh non, les embouteillages, les bouchons et consorts. J'ai dû laisser ma voiture au niveau de l'INRB pour prendre une moto et venir, quoique on ait interdit les motos d'entrer à Gombe. Mais je suis venu ici en moto. Mais si on ouvrait juste le chemin de fer dans la ville ici, combien de problèmes on va résoudre? Aujourd'hui, les maïs moisissent, les maïs pourrissent à Moueka, alors que les gens à Kananga meurent de faim. Pourquoi? Parce qu'à Benaleka, le train ne s'est pas passé. Et le président le sait parce qu'il est bien, on m'a dit qu'il suit les réseaux sociaux. Et l'image de Benaleka là, où les gens, c'est à coups de bêche, qui sont en train de réhabiliter eux-mêmes, de verser le sable pour arranger le chemin de fer, je crois que cette image lui est arrivée. Et aucun souci. Monsieur, comment il s'appelle? Samalou Konde, qui a été dans une ville ferroviaire à Likasi, qui est né à Likasi, qui a grandi à Likasi, qui connaît l'importance du train, n'a pas bougé son pouce. Donc c'est juste pour vous dire qu'à un moment donné, cette constitution ici, c'est une constitution du sous-développement. Et aussi longtemps que l'on ne va pas la changer, le Congo restera dans cet état et nous allons enrichir les politiciens. Pour aller de l'avant, ce sera les politiciens. Donc, vous ne pouvez pas vous épanouir en dehors d'être en politique. Voilà alors, pourquoi. Les débats avec les opposants aujourd'hui, c'est qu'avant c'était FCC qui bloque, après c'était quoi? Les Rwanda, et aujourd'hui c'est la Constitution qui bloque tout. Madame, ça je vous fais une lecture. Des opposants, hein. Non, est-ce que c'est la Constitution qui bloque tout? Là, c'est Eric Izam qui va... Non, s'il vous plaît, laissez-moi répondre à ça. Madame, aujourd'hui nous avons le bureau d'âge qui a fait plus de 4 mois, sans le bureau définitif.
le bureau d'âge qui a la plus longue durée. Pour quelle raison? Or, on ne peut pas nommer le gouvernement parce qu'il y aura pratiquement une doublure, il y aura deux gouvernements. Une fois qu'un ministre est nommé, il doit bénéficier de ses indemnités, de ses primes, de ses émoluments, de ses salaires, ainsi de suite. Il doit constituer un cabinet. Alors, on nomme Madame Judith, forme son gouvernement aujourd'hui, alors que nous avons un gouvernement Samalou Kondé. Comment ça va se passer? Parce qu'Mbos au bloc. Parce qu'Mbos au bloc. Je pose un peu une question un peu banale, un peu terre à terre. Est-ce que comme Mbos au bloc, il n'y a pas une voix ou une personne qui peut imposer un Mbos? L'article 69. C'est impossible. L'article 69 de la Constitution. C'est pour qu'il puisse. L'article 69 de la Constitution donne ce pouvoir au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Mais moi, j'ai toujours condamné son laxisme. Moi, je n'ai jamais connu une autorité aussi laxiste que le président de la République. Les gens, peut-être, ne vont pas me comprendre parce que tout le monde pense qu'on est tous des dialloïstes. Non, le président est tellement laxiste qu'il laisse même les détournements ici, même les imputations dommageables contre ses plus proches. Donc, il laisse tout passer. Non, à un moment donné. C'est la Constitution. La Constitution lui donne le pouvoir. Conformément à l'article 69, il est le garant du bon fonctionnement de toutes les institutions. Il peut tout stopper. Il peut tout stopper. C'est le pouvoir que lui donne la Constitution. Kabila a nommé les commissaires généraux ici en 2015. C'est le pouvoir que lui a donné la Constitution. Mais à un moment donné, le président doit appeler Mbosso, lui dire, écoutez, messieurs, asseyez-vous, débloquez les choses parce que le gouvernement doit être investi. Madame, est-ce que vous savez que beaucoup de ministres ne vont pas à leur cabinet de travail? Et les ministres ne travaillent pas? Depuis que le président est élu, le pays est suspendu. Le pays est suspendu. Quelle est l'action de grande envergure que le président a menée depuis le 20 janvier jusqu'à ce jour? Une action de grande envergure. Parce que durant les derniers jours de son mandat, nous avons vu, par exemple, l'inauguration du centre financier, nous avons vu, il a inauguré plusieurs choses, mais depuis le 20 janvier jusqu'à ce jour, le pays est suspendu. Et les ministres ne travaillent pas. En dehors de ceux qui mènent les actions de la conservation des acquis de son premier mandat, comme la construction des écoles modernes pour concurrencer un peu les écoles privées que mène M. Tony Mwabakaza. Merci, en dehors de ça, dites-moi un seul ministre où vous avez vu, on a soit inauguré quelque chose. Dites-moi une seule action, nous sommes avec des journalistes sur ce plateau. Ok, merci Joël. La question par rapport à la Constitution, hein, j'ai même perdu de vue une question. Non, ici, moi je voudrais avoir une clarification. Parlons-nous de la modification de certaines dispositions de la Constitution actuelle du 18 février 2006, où nous parlons de changement de la Constitution. C'est deux notions différentes. Peut-être qu'on pourrait vouloir adapter, et on enlève ceci pour remplacer par ceci, ou que l'on voudrait vraiment faire tabula rasa pour reprendre à zéro. Moi, je voudrais être clarifié par rapport à ça. Et puis, moi, je suis de ceux, excusez-moi, je respecte le point de vue du grand frère, mais je suis de ceux qui pensent que la Constitution, c'est un texte qui passe pour être la Bible même de l'État. Mais ces textes-là ne nous empêchent pas de bien agir. Pour moi, il s'agit plutôt de la qualité d'acteurs qui sont en jeu. Qu'est-ce que Mbosso aimait ce pays, franchement? À 82 ans, vous voulez toujours rester là, à vitam aeternam. Moi, je me rappelle, j'étais tout petit enfant, quand il a inauguré le stade. Carmagnol, aujourd'hui martyr, en 94. Il était ministre des Sports. Va-t-on toujours vouloir rester au pouvoir, aux affaires, parce qu'on doit seulement y rester, pour ne rien apporter? On a dit ici que rien qu'avec 1 milliard, on pouvait ne serait-ce qu'assurer l'interconnexion de nos différentes provinces. C'est-à-dire la personne qui habite Goma, puisque cette personne-là a les maziwa, le lait, il peut amener le lait à celui qui habite Mbandaka, qui a le poisson. L'interchangeabilité là, ça pourra recréer aussi des mutations ou même de l'activité pour que nous puissions savoir comment canaliser notamment les énergies de nos jeunes enfants qui s'adonnent à l'extrémisme urbain, qui en réalité, si on était responsable, si on avait aussi des vrais responsables à la tête de l'État, ils verraient comment occuper utilement ces jeunes-là, dont on a aussi besoin, pour qu'ils ne versent pas dans ce qu'ils font là, c'est-à-dire le gangstérisme urbain. Moi, je suis de ceux qui pensent que la Constitution ne bloque personne ici. Il nous faut juste avoir des personnes de bonne foi. On me paye
par exemple, 21 000 $ américains, je suis député national. Et c'est moi, député national, qui vote le budget national pour l'exercice prochain. Pourquoi est-ce que je ne devrais pas penser, lorsque viendra le débat, pour dire, j'ai quand même un médecin qui soigne ma femme et les enfants, j'ai quand même des enseignants qui enseignent à mes enfants les rudiments de la vie. Pourquoi ne pas donner à un maître d'école pour 1 500 $ américains? J'ai des policiers qui sont censés nous sécuriser et nos biens. Pourquoi ne pas donner à celui-là 800 $ américains? Il y a des militaires qui acceptent même de mourir sous le drapeau là-bas au fond. Quelle vie mène-t-il? Pourquoi est-ce que moi et moi tout seul devrais-je prendre 90 millions de dollars américains pendant 3 ans? Pourquoi? Ça sera pour acheter quoi d'autre que vous n'avez pas? La gloutonnerie, là, moi, ça me dépasse. C'est comme ça que j'en appelle au procureur. Et à l'époque de Kabila, on dit que les invités à Kingakati, si tu t'accroches comme ça, ils tournent sur toi, même jusqu'à... Mais il te frappe. Non, moi, Kabila c'est notre modèle, moi, c'est mon Hutu. Kabila je ne vois pas quelqu'un bloquer, une seule personne bloquer toute une république comme ça pendant... Écoute, ils avaient 3 missions. Élaborer le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, valider les mandats des élus députés nationaux et élire ou faire élire le bureau définitif. Mais de ces 3 missions, ils n'ont honoré que 2. Pourquoi est-ce que la dernière mission, qui semble être vraiment importante, puisse aller comme ça dans l'ombre? Parce que le pays est bloqué. Madame Souminoa Toulouka, première ministre nommée, ne peut pas venir avec son schéma d'attaque pour apporter des solutions entendues par les Congolais, parce que simplement, vous, un seul individu, vous bloquez tout. C'est pour quel besoin? Je me pose la question. Ces gens, ils n'aiment pas ce pays. Et il a peur, même avec un petit brin d'amour de tout ce que ce pays leur a donné, ils aiment plutôt les avantages qu'ils puissent tirer de ce pays, plutôt que ce qu'eux peuvent apporter au pays. Parce que moi, je suis malheureux. Ils ont appris tout ce que nous avions appris avant nous. Churchill a dit, on devient un homme d'État lorsqu'on pense à la génération future. Mais on reste un politicien lambda quand on pense aux prochaines élections. Pourquoi vouloir rester à l'utam aeternam aux affaires pendant que vous n'avez presque plus rien à donner? À 80 ans au-delà, excusez-moi, avec humilité, on commence à préparer sa rencontre avec Jésus-Christ parce qu'on va partir. Mais on partira comment? Il a des enfants, hein, des petits-enfants. Maximum de respect. Des générations. Maximum de respect. Mais ici, il s'agit de l'État. Et avec l'État, il n'y a pas d'état d'âme. Parce que, vous savez, vole un 500 francs congolais ici sur la rue et on va héler sur toi que vous êtes voleuse. Vous verrez comment est-ce que vous allez trépasser, vous allez mourir. Mais quelqu'un comme ça qui, impunément, il prend 1 million, 2 millions, 90 millions, on ne dit rien. Parce que simplement, vous êtes X. Madame, moi j'ai comme le sentiment qu'au Congo, nous aimons la simplification. Plutôt que d'aller vers le complexe, moi je suis un amoureux du complexe, nous aimons la simplification. Et moi je crois que Mbosso, c'est l'arbre qui cache la forêt. L'Assemblée nationale a traîné, Mbosso est en partie responsable, mais ce n'est pas la seule réponse. Rappelez-vous, lorsqu'on a mis en place les commissions pour faire le règlement intérieur, il manquait de l'argent. Et donc les députés ont traîné parce qu'il n'y avait pas l'argent au niveau de commission. Est-ce que vous savez que le Sénat n'est pas encore installé, malgré qu'on a voté les sénateurs, parce qu'il n'y a pas l'argent? Jusqu'à maintenant. Est-ce que vous avez entendu parler d'un communiqué pour qu'on valide les candidats sénateurs qui ont été élus il y a peu? Il n'y a rien, parce qu'il n'y a pas l'argent. L'Union sacrée a été en incapacité d'arbitrer 3 membres du présidium parce qu'ils avaient la même ambition et il nous a fallu une primaire pour départager. C'était pas Mbosso. C'est une gestion d'ambition. Est-ce que vous savez qu'alors qu'on a maintenant un calendrier publié, jusqu'au moment où nous sommes en train de parler, il y a encore des incohérences au niveau de l'Union sacrée pour former leur ticket? C'est ça le laxisme du président de la République. Il y a certes ses ambitions personnelles, qui est une équation dans la balance, mais il y a d'autres éléments qu'il faut ajouter, à savoir l'union sacrée, sa gestion des ambitions, le type de leadership qui se construit là-bas en termes de nébuleuse qui se met en place. Voilà pourquoi je les problèmes financiers que personne ne parle, il manque d'argent pour faire fonctionner les institutions. Et je finirai peut-être par répondre sur la question de la Constitution. Je suis de ceux qui pensent que cette Constitution est l'une des meilleures que nous avons. Ben voilà. Mais pourquoi? Parce qu'elle a fait la synthèse de beaucoup de problèmes. Nous avions un problème entre ceux qui aimaient les fédéralistes et les unitaristes. Depuis 60, rappelez-vous, la Constitution a trouvé l'équilibre entre les défenseurs du fédéralisme et les unitaristes à travers la forme régionalisée que nous avons aujourd'hui. À savoir des provinces qui ne sont pas autonomes, hein, qui ne sont pas décentralisées, mais qui sont régionalisées. Qui sont en fait c'est une forme de fédéralisme déjà, que nous avons dans la Constitution.
Deuxièmement, c'est qu'il y a des défenseurs d'un pouvoir centralisé sous Mobutu et c'est qu'il y a des défenseurs d'une décentralisation. Et là encore, nous avons mis en place l'équilibre dans la décentralisation. Le problème, pour moi, ce n'est pas la Constitution. C'est les acteurs qui... Mon cher aîné Joël Cadet parle des assemblées provinciales. Mais pourquoi on a créé des assemblées? C'est parce qu'on a dit qu'on ne pouvait pas avoir un centre point d'impulsion qui s'appelle le gouvernement central pour avoir une route à Aru et qu'il faut donner aux gouverneurs plus de pouvoir pour pouvoir impacter le développement de proximité. Et comme on leur donne plus de pouvoir, il faut leur mettre du contrôle. On ne peut pas vous donner plus de pouvoir sans contrôle. Plus de pouvoir égale contrôle. C'est d'ailleurs pour ça aussi, puisqu'on donne au bourgmestre plus de pouvoir, qu'on crée des organes délibérants. Le problème, ce n'est pas le fait qu'on crée l'organe délibérant. Le problème, c'est qui sont les personnes qu'on met dans l'organe délibérant. Nous parlons du Parlement ici. Qui est censé contrôler le gouvernement? Mais tout le monde lit dans les rapports que le Parlement ne fait pas de boulot. Est-ce qu'il faut le dissoudre? Merci. Je crois qu'à un moment donné, il faut que nous nous posions la question sur la qualité d'homme que nous avons, sur le type de leadership que nous avons, sur l'exigence de nos acteurs politiques. Parce que manifestement, nos acteurs politiques ne sont pas dans la recherche du bien collectif. Non, non. Nous sommes dans une logique d'une minorité qui veut s'approprier, s'accaparer de la richesse du plus grand nombre et pour ses propres intérêts. Et pour rien parfois. Et l'émission est finie. Et ils n'ont plus rien à offrir. Non, nous devons tous intérioriser cette notion. Le bonheur, il n'est bonheur que quand il est partagé. Ton enfant vit bien, le mien vit bien, ils sont tous en équilibre. Mais si c'est seulement le tien qui vit bien, celui-là qui vit mal viendra inquiéter le tien. Chères autorités, vous qui prenez 90 millions, franchement, vous serez jugés. Maintenant, c'est le népotisme, c'est le tribalisme. La justice de Dieu, il y en a. Non, c'est pourquoi vous voyez, quand ils meurent, leurs enfants ne vont pas loin. Et même par rapport aux études, ce sont nous les enfants des pauvres que nous nous retrouvons par la suite. Merci. On a étudié avec leurs enfants, non? Ça doit leur donner l'exemple. Merci, merci à vous. Merci Joël Cadet, Eric Izami, Christian Moleka. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, auditeurs du magazine Kiosque. Merci à l'équipe technique. Là, je vois Marité Godot, Moreau. Vous avez vu la qualité du débat. Quand vous n'invitez pas ceux qui crient et ceux qui insultent. Franchement. Bruno Nzinga, Alain Kabongo, José Andia. Merci au coach Doudou Montiri. Madame, monsieur, bon début de week-end. Je vous retrouve lundi avec le même plaisir. Au revoir. Papa, il n'y a pas